Bonjour, je vais vous souhaiter la bienvenue à l'École des Mines. Je suis la représentante ce soir de Romain Soubeyran, qui est malheureusement empêché de venir assister à cette séance parce qu'il a un engagement de longue date qu'il n'a pas pu déplacer. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et avant, je vais vous dire quand même que l'École des Mines se sent très à l'aise avec le sujet mal aimé ou méconnu. Quand moi, j'essaie de raconter ce que c'est que l'École des Mines à des gens qui ne la connaissent pas, je dis que c'est un endroit où on adore tout ce qui est entreprise et industrie. Adorer, ce n'est pas forcément le bon terme d'ailleurs, mais on aime beaucoup savoir comment ça marche. Et on avait envie de tout comprendre sur ces entreprises, sur l'industrie. On a envie de comprendre la technique, on a envie de comprendre la gestion, on a envie de comprendre les relations sociales au sein de l'entreprise, on a envie de comprendre les relations de l'entreprise et de l'industrie avec la société de façon générale. Donc voilà, c'est notre famille et donc on est très heureux de vous entendre parler de ce thème-là ce soir. Et puis j'ajouterai une raison très personnelle. Il y a une quinzaine de jours, après avoir accepté de remplacer Romain ce soir, j'ai été coincée par mon fils de 11 ans dans une discussion dans laquelle il m'expliquait que l'industrie, c'était vraiment dégueulasse. Et ce qu'il me racontait était peut-être encore pire que ce que nous avons entendu tout à l'heure. Et pourtant, je n'ai pas l'impression, dans ma vie de tous les jours, de lui faire ce panorama apocalyptique des entreprises et de l'industrie. Donc ça m'intéresse aussi de vous entendre discuter pour savoir ce que je vais pouvoir lui dire ce soir. Bonne réunion. Je donne la parole à Louis Gallois qui va vous expliquer plus ce qu'il attend de cette réunion. Bien, moi je ne vais rien vous expliquer du tout. Avec Marie-Solange, nous servons de hors-d'œuvre. C'est-à-dire qu'avant que le plat principal arrive, on nous demande d'introduire. Alors moi j'ai deux messages. Le premier, c'est que il faut parler très près du micro, ce qui nous oblige à avoir une position légèrement penchée en avant. Excusez-nous. Donc, premier message, il faut dire aux jeunes que l'industrie, c'est essentiel. C'est essentiel pour l'emploi, c'est essentiel pour la résistance aux crises, c'est essentiel pour la croissance, c'est essentiel aussi pour l'indépendance. Mais il faut surtout leur dire que l'industrie, c'est formidable. C'est-à-dire que l'industrie, c'est le plus beau des métiers, parce que vous avez tous les métiers dans l'industrie. Depuis la recherche jusqu'à la vente, en passant par le droit, l'entreprise, c'est un monde en soi. Et puis deuxièmement, l'industrie, c'est mondial maintenant. Et pour des jeunes qui ont envie de voyager, qui ont envie d'utiliser tous les moyens modernes que nous connaissons de communication, l'industrie, c'est idéal. Donc l'industrie, c'est essentiel, mais surtout, l'industrie, c'est formidable. Je crois que c'est ça qu'il faut dire aux jeunes. Mon second message, c'est qu'en France, on a des tas d'atouts pour faire de l'industrie. On a une recherche forte, on a de grandes entreprises qui sont dynamiques, qui d'ailleurs se portent très bien dans les 500 plus grandes entreprises mondiales. On a une source d'énergie relativement bon marché, cette école n'y est pas pour rien. On a des services publics qui fonctionnent, des infrastructures, et pourtant l'industrie ne va pas bien. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la confiance. Il nous manque d'abord la confiance en nous-mêmes. Arrêtons l'auto-dénigrement, spécialité française. Et deuxièmement, il nous manque la confiance entre les différents acteurs de l'industrie. Dans l'entreprise, entre les partenaires sociaux, entre l'entreprise et l'État, entre l'appareil de recherche et les entreprises, l'appareil de formation et les entreprises, les grandes entreprises et les petites entreprises. Nous manquons de ce climat de confiance. Et s'il y a une chose que je retirerais de l'Allemagne, qui pour moi n'est pas un modèle, mais dont on peut tirer un certain nombre de choses, c'est qu'ils ont été capables de créer cette confiance autour de l'industrie. Pour moi, c'est absolument essentiel. Et pour créer cette confiance, il n'y a pas 1000 moyens, il n'y en a qu'un seul.
dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Dire ce que l'on fait parce que c'est la transparence, et faire ce que l'on dit parce que ça veut dire qu'on respecte les engagements qu'on a pris. Et je pense que c'est comme ça, et ça s'adresse à tout le monde, y compris à l'État. C'est comme ça que nous recréerons un climat de confiance. Voilà. Bonne soirée. Eh bien, bonsoir à tous. Merci à vous, Madame Tissier, merci à vous, Monsieur Gallois. Je m'appelle Laurent Guèze, je suis directeur de la rédaction de Enjeux les Échos. Je suis un amoureux de l'industrie aussi, c'est peut-être pour ça plutôt que je suis là, pour essayer d'animer cette belle réunion. C'est la 3e semaine de l'industrie. C'est une invention qui était issue de ce qu'on avait appelé, je crois que c'était en 2010, les États généraux de l'industrie, une grande réflexion qui avait mobilisé les professionnels, mais aussi les élus, les économistes. Et ça avait produit un certain nombre d'effets. L'un d'entre eux, c'était la création de cette semaine, qui commence aujourd'hui. Dans une, comment dire, quand même un petit peu d'indifférence. Je suis content que nous, on soit là pour faire nourrir la flamme, mais on ne peut pas dire que mes confrères, les médias, aient fait un énorme battage autour de cette semaine qui commence. En tout cas, nous, on est là pour en parler, et on va essayer de voir si elle est mal aimée ou méconnue. Mal aimée ou méconnue. Mal aimée parce que méconnue. C'est peut-être plutôt moi mon sentiment, mais je le dirai très rapidement mon sentiment pour ensuite laisser la place à ceux qui savent. C'est une question clé qu'elle soit aimée, en fait. C'est pas juste affectif, c'est que plus elle sera aimée, mieux elle se portera d'abord. Parce que recruter des talents, c'est extrêmement important pour son avenir. Et si elle est aimée des jeunes, j'étais un peu frappé quand même par les micro-trottoirs qu'on a écoutés tout à l'heure, voire atterré, à vrai dire, atterré. Si elle est aimée, on pourra faire venir des génies, des petits génies, pour la faire vivre et la faire prospérer. Si elle est aimée aussi, ça encouragera les chefs d'entreprise, il me semble, la fierté d'appartenir à la communauté industrielle, quelque chose qui est très important. Je suis convaincu que pour un patron ou pour des dirigeants, pour des cadres dans l'industrie, d'être apprécié des autres, d'être considéré, c'est quelque chose qui peut les aider à réussir et dans un environnement qui est difficile. On aura ce soir, sur cette question, mal aimée, mal connue, on aura plusieurs témoignages et aussi de nombreuses interventions très éclairées. Pour ma part, comme journaliste, je peux témoigner d'une certaine méconnaissance, le côté méconnu, une certaine méconnaissance de ce qu'est l'évolution de l'industrie chez nous, médias, et chez mes confrères, que je ne veux pas diaboliser plus que ça, mais les grands médias, ils font ce qu'ils peuvent, mais souvent, ils ne savent pas raconter autre chose que les problèmes sociaux en particulier. Ils ont du mal à construire un imaginaire ou construire des sujets attrayants sur les usines qui ne ferment pas ou les usines qui ne font pas de plans sociaux. L'industrie est vue comme une victime de la globalisation, plus que par mes confrères, par les médias, plus que comme un secteur qui peut être porteur d'avenir. C'est peut-être en train de changer. Airbus, ce sont les Échos qui l'ont annoncé ce matin, a remporté aujourd'hui un très grand contrat, et ça commence à intéresser les grands médias. C'est une bonne chose, parce qu'il n'y a pas que les fermetures, il y a aussi les bonnes nouvelles, il y a les innovations, il y a les salons professionnels parfois qui font l'objet d'une couverture médiatique, et c'est heureux. En tout cas, pour ma part, je sais à quel point elle a changé, elle s'est transformée, comment elle est passionnante, et aussi comment elle est passionnante à raconter. Faire saliver sur nos usines, les usines d'aujourd'hui, c'est à la fois un challenge, un combat, c'est aussi une exigence. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir autour de 3 plateaux. Le premier plateau réunira Pierre Gattaz du GFI, le président du GFI, le groupe des fédérations industrielles, et Jean-Pascal Charvet, le patron de l'ENICEP. Le deuxième plateau, nous aurons Simon Desnains de l'ENSCI, qui sera là avec des étudiants, donc des designers étudiants. Et le troisième plateau réunira Christelle Bory, vice-présidente de la Fabrique, et l'économiste Pierre-Noël Giraud. Tous deux viennent de publier chacun un très bon bouquin sur notre sujet de ce soir, et nous raconterons
un petit peu l'industrie, et ces livres vous seront d'ailleurs remis à la sortie. Je compte beaucoup sur vos questions qui marqueront des enchaînements entre chacun de ces plateaux. Je compte beaucoup sur la qualité de vos questions, qu'on reste focalisé sur notre sujet, et puis sur vos tweets, puisque vous voyez derrière moi le mot-clé, le hashtag qui s'affiche si vous voulez tweeter pour donner un peu plus d'écho à notre soirée. J'appelle tout de suite Pierre Gattaz et Jean-Pascal Charvet pour qu'ils me rejoignent. Merci. Bonsoir. Bonsoir Pierre. On va commencer avec vous Pierre Gattaz. Raconter l'industrie en tant que président du GFI, c'est une partie importante de votre job bénévole, je veux dire, parce qu'il y a l'autre, celui de patron de Radial, une PME, une ETI plutôt, qu'on connaît, qui est très internationale et très successful. Comme président du GFI, vous avez l'habitude de raconter l'industrie, et en particulier aux jeunes. Depuis longtemps, vous faites venir les jeunes à la maison, j'allais dire. Oui, tout à fait. Radial, c'est 2500 personnes, c'est 80% d'exportation. Quand je suis arrivé, on avait 4 usines en France, et j'aime bien dire qu'on a créé 500 emplois en 20 ans en France, tout en développant l'exportation. Donc chez Boeing, chez Embraer, chez Apple, Mitsubishi. Et en fait, l'idée, c'est de donner la passion de l'industrie. Je crois qu'on est tous ici dans cette salle, et notamment Louis Gallois, Christelle Bory, Thierry Veil, qui sont ici, ont tous cette passion de l'industrie. La passion de l'industrie, c'est une aventure d'homme, en fait. On s'aperçoit qu'on parle très mal de l'économie en France, et qu'on parle des DA, d'excédent brut d'exploitation, de cash. Bon, c'est très bien, mais c'est très sec et très financier. Alors que l'industrie, pour moi, c'est avant tout une superbe aventure humaine. Ce sont des métiers, ce sont des talents, ce sont des ouvriers, ce sont des ingénieurs, ce sont des métiers merveilleux, ce sont des artistes qui transforment, comme je dis, En quoi c'est plus une aventure humaine que d'autres secteurs? L'entreprise, c'est une aventure humaine. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à l'industrie? Eh bien, je dis toujours qu'on transforme du sable en semi-conducteur, par exemple. On transforme du vent en énergie. Et pour ce qui est de Radial, on fabrique des petits connecteurs que j'emmène toujours dans ma poche, qui est un connecteur qui va celui-ci chez Airbus, chez Boeing, etc. Et c'est conçu, développé à Château-Renaud. Donc j'ai 400 personnes. C'est du plastique, ça résiste à 150 degrés. Et là, il y a des artistes, il y a 20 métiers, il y a une vingtaine de technologies, et une quarantaine de métiers. Et il faut faire comprendre ça au pays, que l'économie, de façon générale, l'entreprise et l'industrie, c'est de faire en sorte que ces hommes et ces femmes, en high cost, nous sommes dans un pays cher, eh bien, en les mettant en position de mobilisation, de passion pour leur métier, de réfléchir sur tout ce qu'on peut faire de mieux tous les jours. On prend des gens qui sont des gens qui n'ont aucune éducation à 17-18 ans et qu'on essaye de former au lean management. Ça prend du temps, on les filme, on les aide, on les met en confiance, et au bout de 2-3 ans, ils ont une batterie de PC devant eux, ils font des tests optiques, électriques, mécaniques, ils assemblent, et ils ont parfois du management. Et je crois que c'est ça qu'il faut. C'est très important pour moi, parce que c'est la quintessence entre le développement économique et la mondialisation en créant de l'emploi en France. Et je crois que c'est ça que j'aime beaucoup. Et Radial n'est pas du tout unique, hein. Je suis absolument pas arrogant en disant ça. Il y a plein d'entreprises qui font ça, beaucoup, qui sont pas connues. Le monde industriel est fait de ça, en fait. Et à force de les voir, les jeunes, les classes qui viennent chez vous, là, ça change au fil des années? Vous êtes un peu blasé, ils posent toujours les mêmes questions, toujours les mêmes réponses? Alors, je réponds à votre première question, excusez-moi. Bah ouais, c'est que nous prenons des jeunes de première, seconde ou terminale pendant 3 jours, on les immerge dans une usine avec les professeurs, et pendant 3 jours, ils font cours de maths, de français, de philo, d'anglais, Et vous avez donc, il y a Eric Orsena qui est un grand témoin, et toutes les 2 heures, nous organisons avec ces élèves une rencontre avec nos salariés. On les voit derrière nous, voilà. Hein, je crois. Et donc, on se retrouve avec des décolteurs, nos soudeurs, nos techniciens, nos ingénieurs, nos secrétaires de direction ou pas de direction, nos contrôleuses de gestion, nos commerciales, qui expliquent pendant une demi-heure leur métier. Alors, ils l'expliquent avec passion en général, fierté. Et je pense que cette synthèse, cette alchimie se fait pendant 3 jours, où les élèves sortent de là en disant mais l'entreprise, l'industrie, c'est superbe, les gens se tutoient, ils arrivent le matin à 8h, les ouvriers tutoient les ingénieurs, etc. Ils travaillent sur Boeing, ils travaillent sur la Chine, ils ont des projets. Les professeurs découvrent un monde qu'ils ne connaissent pas,
Et c'est normal, parce qu'on ne les a jamais mis dans ce monde-là. Donc, ils découvrent en effet une communauté humaine. Et puis, les élèves, eh ben, les salariés sont extrêmement contents. D'ailleurs, ils en redemandent, parce que c'est le moment... C'est du management, alors, que vous faites. C'est plus pour l'interne, alors. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. C'est d'essayer, en fait, de faire que les mondes se rapprochent. Moi, je suis pour le rapprochement des mondes à fond. Alors, quel retour d'expérience, puisque ça fait quand même quelques années que vous ouvrez vos portes, 3 ans, est-ce que vous avez perçu quelque effet? Alors, on a perçu quelques effets dans le sens qu'on a commencé un peu tout seul avec Rod et Schwartz, d'ailleurs, en région parisienne. On était 2, Jean-Christophe Prunet. Et progressivement, nous étions une petite dizaine il y a 3 ans. Je crois qu'il y a une centaine d'expériences dans toute la France cette année. Et moi, mon ambition vraiment, c'est que ça se sache, qu'on puisse le généraliser. Alors, c'est très facile, hein, il faut des services de car, il ne faut pas prendre des lycées trop loin, il faut des lycées de proximité ou des collèges de proximité, un service de car qui peuvent faire les allers-retours, en général ils sont partenaires de l'opération, et le casse-croûte à midi, nous on avait pris Classe-Croûte qui était partenaire de l'opération. Donc voilà, et ensuite par contre il faut organiser ça correctement au niveau de la logistique interne, parce que c'est un tout petit peu déstabilisant pour l'entreprise, on ne peut pas faire ça toutes les semaines, mais faire ça 1 ou 2 fois par an, c'est très très passionnant, intéressant. Il faut que le proviseur soit d'accord et il faut trouver un corps professoral qui soit d'accord d'aller voir ce que c'est que les métiers de demain, les technologies de demain et s'imprégner. Ce qui n'est pas forcément simple. Les petits témoignages qu'on a vus de jeunes là, pris dans la rue, ça vous a rappelé des souvenirs ou c'était extrême? Mais si vous voulez, ça m'a paru extrême. Je trouve triste, si vous voulez, quand vous regardez les médias en France ou en Allemagne. En France, vous êtes sur les faits divers qu'on connaît. Vous passez de Florange à Aulnay-sous-Bois, à Amiens-Nord et en boucle. Quand vous allez en Allemagne, vous avez aussi des restructurations d'usines, mais ils partent tout de suite sur Siemens qui vient d'avoir un champ d'éoliennes en Hollande ou ailleurs, des réussites technologiques. Je trouve que les Allemands, qui sont souvent des gens moi que j'aime beaucoup en termes de modèle industriel, sont des gens qui ont la fierté, la passion de la technologie, la fierté de l'ouvrage bien fait, du Made in Germany. Et le Made in Germany, pour moi, c'est la maîtrise des process. C'est-à-dire, on parle beaucoup d'innovation en disant il faut innover, il faut innover. Bon, bien sûr qu'il faut innover. Mais quand vous avez l'idée, il faut le réaliser, le produit ou le service. Et là, c'est du process industriel qui fait que vous n'avez pas de problème de qualité. Vous êtes livré à temps et en heure à votre client. Et votre client, il a ce qu'il a pour son argent. Et c'est comme ça qu'il faut traiter, avec l'innovation en amont, tout le process industriel. Et ça, il faut le montrer à la télévision, dans les médias, parce que c'est ça la beauté, je dirais, du génie industriel et des hommes et des femmes qui sont derrière tout ça. On n'y arrive pas, j'ai l'impression. Ça fait quand même beaucoup d'efforts, ça fait beaucoup d'années d'efforts et les choses bougent peu. À quoi ça tient? C'est un fonds culturel français? D'après vous, vous avez beaucoup réfléchi à ces questions. Vous avez vous-même écrit un bouquin il y a quelques années là-dessus. Ce bouquin, on aurait pu penser qu'il aurait lui aussi servi de détonateur. Et ça bouge pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un problème avec le progrès? J'en ai écrit un deuxième récemment qui s'appelle « Les 7 piliers de la croissance ». Pourquoi? Le premier bouquin, c'était un coup de gueule pour dire l'industrie, les Français n'ont pas compris ce que c'était que l'industrie. Alors on fait un petit coup de pardon, non, on arrête tout, on fait un petit coup de promo ou d'information pour votre dernier bouquin, Les 7 piliers de la croissance. Non, je fais pas de promo, je voudrais parler de l'industrie. Non, mais c'est de l'information. Voilà, bon, si vous le voulez. Merci. Non. Qu'est-ce qui s'est passé, si vous voulez, depuis 15 ans, et on l'a tous vécu en tant qu'industriel, et ceux qui sont dans la salle l'ont entendu, l'ont vécu. On a eu des réflexions. En fait, on a mal vécu la mondialisation, l'après 30 glorieuses. On est rentré dans les 30 calamiteuses. Et je pense que depuis 10-15 ans, on nous a parlé de faiblesse, de sans-production. On nous a parlé d'économie du service. Je ne suis pas contre les services, parce qu'on essaye tous d'en faire des services. Il ne faut pas opposer l'industrie et les services. On a les mêmes problématiques et on est ensemble. Mais tout service, c'est comme si on disait toute industrie. C'est très aussi bête. Ensuite, on nous a parlé de civilisation de l'intelligence. Alors ça, j'adore. Vous, avec vos connecteurs, vous êtes un imbécile parfait, donc ce serait bien. Et vous allez, faut faire de l'intelligence. Les connecteurs, c'est la base de l'intelligence, non? C'est bien sûr, c'est ça qui tombe en panne dans les voitures et dans les avions et dans les trains. Donc, alors tout ça pour vous dire, si vous voulez, que je crois qu'on n'a pas eu cette constance de l'industrie, de la technologie, de comprendre que c'était 85% du commerce extérieur. L'industrie, c'est 85% de l'exportation quand même. C'est 80% de l'innovation. Il faut toujours le rappeler, c'est merveilleusement bien écrit dans le livre de Christelle Bory. C'est de prendre des gens qui n'ont pas de métier,
et au bout de 5 ans, 3 ans, 5 ans, de les amener à des métiers de qualification, soit manuels parce qu'ils sont moins intellectuels, entre guillemets, soit des métiers d'ingénieurs, et tout le monde y retrouve avec des salaires qui sont plus élevés que dans les services. Et je pense qu'on a, je ne sais pas pour quel mode, décidé que tout devait partir en Chine, alors que on prouve tous les jours qu'on peut faire encore de l'industrie en France, avec l'innovation incessante, matériaux, techno, recherche appliquée, recherche, toutes les sciences, les technos, ça bouge dans tous les sens. Et ça, c'est fondamental. Il y a tout en dessous de nous, il y a tout ce qu'il faut. Et deuxièmement, maîtrise de l'excellence opérationnelle des procédés, c'est fondamental, de savoir décolleter, de savoir mouler, de savoir faire de la plasturgie, de la soudure. Et puis, intimité client, positionnement client, c'est fondamental. Savoir vendre, savoir exporter, et enfin les hommes et les femmes. Je pense que si on ne met pas nos hommes et nos femmes, nos salariés, nos cadres avec nous, on va largement se planter. Donc ces 4 facteurs sont pour moi les facteurs clés de succès, et je crois que le fait qu'on parle quand même de l'industrie dans de meilleurs termes depuis 2-3 ans, et aussi grâce à vous et des journaux, me dit que ça y est, on a compris que c'était une cause nationale et on va remonter la pente. Merci Pierre Gattaz. Jean-Pascal Charvet, vous êtes directeur général de l'ONICEP, vous avez entendu Pierre Gattaz dans son plaidoyer qui est toujours sincère, vibrant et fait toujours du bien. Vous ne pouvez pas tenir le même discours facilement auprès des tout jeunes dont vous occupez? Si, bien au contraire. Non, je voudrais vraiment là-dessus rebondir sur ce qui a été dit, je le partage. Alors, il est certain que faire venir des élèves avec leurs professeurs dans les entreprises, faire découvrir, il n'y a rien de mieux, mais le nombre est limité. Et je pense qu'il faut aller au-delà. Et si nous avons décidé d'agir à l'ONICEP, c'est parce que depuis déjà un moment, nous nous rendons bien compte que la question des choix, parce qu'il s'agit quand même des choix d'études et des choix de formation, sont dans notre pays conditionnés beaucoup plus par les représentations que par même les déterminismes sociaux. Enfin, on le sait pour les filles et les garçons, c'est fait depuis longtemps. Vous les avez étudiés, ces représentations? On les a. Alors, très rapidement, on a fait faire encore un sondage récemment par Louis Harris, mais avec des anthropologues, c'est quelque chose de très sérieux. Il est clair que vers 12, 13, 14 ans, l'adolescent va naturellement vers les sciences. C'est au moment où il va choisir que la famille, que le corps enseignant, que tout le système se met en place pour lui faire peur, c'est les craintes alimentées, et c'est les représentations. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière ces représentations, il faut le dire, c'est effectivement une culture qui n'est pas une culture du dénigrement, je rebondis sur ce qui a été dit, mais de méconnaissance systématique, au point que quand on est responsable d'un organisme comme moi, comme je le suis, d'un organisme qui travaille sur ces questions, ça devient quasiment insupportable d'entendre répéter par des gens qui parfois ont pour mission de conseiller les adolescents, de revenir sur ce qui est une certaine histoire, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas l'industrie dans ce qu'elle a de positif, ils la pensent à travers une histoire du passé et à travers des images caricaturales. Alors, pour moi, la question va plus loin. C'est dans les classes, c'est pour ça qu'on a voulu justement un site très fort là-dessus, c'est réinvestir culturellement, ce ne sont pas des mots, c'est redonner au mot industrie aujourd'hui son sens réel, faire en sorte qu'il soit enseigné ainsi dans les programmes. Alors, ce ne sont pas des mots, le ministre de l'Éducation nationale se cite et, j'insiste bien, dans la stratégie numérique du ministère. Le ministre va développer dès la rentrée prochaine un parcours qui ira beaucoup plus loin que le parcours de découverte des métiers et des formations, qui sera aussi un parcours de découverte du monde économique et professionnel. Dites-nous quelques mots sur ce site. Donc on voit, je crois, l'adresse derrière nous. monindustrie.onicep.fr. À quoi il va servir? Comment vous l'avez construit? Et dans quel but? Alors, on l'a construit comme un écosystème numérique parce qu'il est en relation immédiate avec, bien sûr, il est sur les réseaux sociaux et il vient de démarrer, mais il démarre déjà très bien, et il est relié directement avec, j'allais dire d'abord, des partenaires que sont bien entendu la FIM et la FIEC, la Semaine de l'Industrie, la Fabrique aussi et le ministère de Redressement Productif. Il est donc lié à tous ces acteurs et il est également, j'allais dire, inscrit dans un écosystème numérique avec Facebook, Twitter, bien évidemment, sur lequel il est présent, mais relié à nos services numériques comme les réponses par mail, chat et téléphone, relié à notre géolocalisation pour trouver les formations et volontairement conçu comme un site offensif. L'industrie, c'est l'avenir par des témoignages, par des vidéos, par, évidemment, l'industrie, c'est la vie. On voulait une image encore plus forte, celle d'un enfant qui naît, parce que c'est aussi cela. C'est savoir redonner, je le disais tout à l'heure, réinvestir sémantiquement, retrouver dans Industria, qui est aussi
métis grec, pardon, c'est l'Ennelis qui parle là, mais c'est exactement ça, avec le sens aussi de cette liberté dont vous parliez, parce qu'industria, c'est faire de son propre gré, de son propre chef. C'est l'intelligence, c'est plus que le savoir pratique. C'est ce savoir-faire, ce savoir-être, et c'est se projeter dans l'avenir, c'est la promesse dans l'avenir. En latin, c'est un mot très fort, on en a perdu le sens, ça veut dire qu'il faut redire qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, et ça a été dit et c'est redit, l'industrie a réconcilié d'une certaine manière, on le sait, 92% des entreprises sont de moins 50 personnes, c'est casser cette image de gigantisme, c'est montrer dans des vidéos des univers chaleureux, d'où l'idée de reprendre un tableau de Rothko de 56 qui jouait ce qui s'appelle Yellow and Green, enfin Yellow pardon en orange, et qui de manière à pouvoir, si vous voulez, montrer la matière, alors là, on ne le voit pas très bien là, mais on débouche sur une matière chaleureuse, lumineuse, pour essayer de lutter contre ça. Mais ce que je voudrais dire là-dessus en conclusion, surtout, c'est qu'il faut aller plus loin dans la manière, j'allais dire, de faire entrer dans la classe l'industrie. Nous, on a pris le parti, parce qu'on sait que c'est très bien fait, que ça se fait, on participe à ces actions d'ailleurs d'entreprise, enfin, de la classe dans l'entreprise, mais on a renversé en disant et l'entreprise dans la classe. D'où un kit pédagogique fait pour les enseignants qui ne débarque maintenant. Mais travailler sur ces images, les défaire, travailler aussi sur les images de la science, je dirais qu'aujourd'hui, il y a urgence à ce qu'on n'enseigne pas, j'allais dire, l'histoire de l'industrie à travers aussi, ça fait quand même les belles photos des livres d'histoire, à travers les désastres et pas à travers sa projection vers l'avenir. Moi, c'est ce qui m'a sidéré, c'est le contraste entre la mutation d'aujourd'hui. Oui, la désindustrialisation, on ne promet pas l'Eldorado, mais on dit que c'est l'avenir. Et on dit aux adolescents clairement qu'il serait quand même plus judicieux de s'orienter là que, et pourquoi est-ce que cela me met vraiment, si vous voulez, j'allais dire vraiment beaucoup d'amertume parfois, c'est qu'on les voit s'engouffrer, parce que vous savez, aujourd'hui, je pourrais vous le montrer même en une seconde, simplement en prenant mon compteur, je regarde en permanence, combien sont aujourd'hui allés, c'est 300 000 visites par jour. Bon, eh bien, je sais qu'il y en a à peu près 250 000 qui seront allés sur les fiches des métiers sanitaires et sociaux. Et sur les sciences, peut-être 10-15 000, bon, pour aujourd'hui, vous voyez. Et ils vont continuer d'aller s'engouffrer. C'est ce système manichéen, si vous voulez, parce que dans un système qui n'a pas une orientation à l'heure actuelle encore refondée, comme j'espère elle le sera prochainement, les adolescents s'accrochent aux stéréotypes des parents, c'est le plus important, des enseignants, de tout ce qu'il y a autour d'eux. C'est cette pression qui fait qu'à un moment donné, même s'ils sont très attirés, plus jeunes, par tout ce que sont les nouvelles technologies, qu'ils ne vont pas forcément aller vers elles. Et c'est pour ça qu'il faut, que c'est le devoir de l'école, non pas de les embrigader, non pas de faire de l'adéquationnisme, mais de leur dire, et de dire, je dirais par rapport au titre, et je m'arrêterai là, de faire en sorte que l'industrie soit reconnue telle qu'elle est. Nous, notre travail, c'est d'objectiver les chiffres, la réalité, et d'opposer ça à ces stéréotypes qui nous font tant de mal. Eh ben, c'est merveilleux ce qu'on vient d'entendre. On ne peut pas imaginer que le patron de l'ONICEP il parle comme vous. Moi, je suis emballé par ce que je viens d'entendre. Je ne sais pas si c'est partagé. C'est une surprise en même temps. Vous, les stéréotypes, on pouvait penser que vous en seriez l'un des porteurs. Pas du tout. C'est génial. C'est génial. Bravo. Vous êtes formidable. Merci. Bravo. Merci, j'allais dire merci à Christelle Bory aussi, parce que ces stéréotypes, vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir. À lire son livre, on en parlera dans un instant. C'est peut-être le temps de quelques questions. Est-ce que des mains se lèvent? Est-ce qu'un micro s'approche des mains? Voilà. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Je voulais vous présenter juste brièvement. Puis je m'appelle Martin Richer, je suis consultant en responsabilité sociale des entreprises et je participe également à un think tank qui s'appelle Terra Nova. Une règle très simple, quand on a un problème, qu'on ne veut pas le voir, on parle de représentation. Et moi, contrairement à vous, je ne suis pas du tout enthousiasmé par ce que je viens d'entendre, parce que je considère que le problème de l'industrie en France, ce n'est pas seulement un problème de représentation, ce n'est pas seulement les méchants médias qui racontent des choses et les professeurs d'économie qui sont tous marxistes. Ce n'est pas ça, c'est qu'en France, notre industrie a un gros problème de conditions de travail. De conditions de travail, de qualité des conditions de travail. Les autres secteurs n'en auraient pas, hein, c'est bien ça. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. C'est que l'industrie concentre une bonne partie des problématiques de pénibilité, un peu par définition. Hein. Mais quand vous regardez les enquêtes internationales, hein, je pense par exemple aux enquêtes d'un organisme qui s'appelle Eurofound, qui compare la France aux pays qui nous entourent, et notamment à l'Allemagne, dont plusieurs des intervenants ont parlé, tout en rappelant que ce n'était pas forcément un modèle,
qu'est-ce qu'on voit? On voit que la proportion des salariés dans l'industrie française qui sont exposés à un contexte de bruit, qui portent des charges lourdes, qui sont asservis à un travail à la chaîne, etc. Tout ça, en moyenne, il y a des exceptions, mais plutôt plus embêtant, plus problématique en France qu'ailleurs. Et pour moi, ce n'est pas simplement un problème de représentation. C'est-à-dire que quand on dit l'industrie c'est sale, etc., il n'y a pas là-dedans que du bobard, de la représentation et des livres d'histoire qui sont mal faits. Il y a aussi des réalités. Et il faut les affronter. Oui, enfin, je répondrais bien volontiers que là, c'est un peu facile. De vous deux. C'est un peu facile parce que les représentations, vous le savez bien, enfin, je ne vais pas l'expliquer, mais elles sont nées, évidemment, de ces réalités. Et ces réalités, je ne les conteste pas, mais ce que je dis simplement, c'est qu'on ne peut pas laisser croire que le milieu de l'industrie, parce que ce qu'on a vu en micro-trottoir, on peut le retrouver dans toutes les enquêtes à un moment donné, dans les choix des adolescents, soit l'image que vous en donnez systématiquement. Oui, je suis d'accord, il y a ces conditions, mais ça n'est pas vrai. Vous savez, vous me faites penser, ça me fait de la peine, parce que ça me fait penser à ceux qui parlent des lycées pro. Il se trouve que j'y passe pas mal de temps, et que dès qu'un ado a confiance dans ce qu'il fait, je prends cet exemple volontairement, il n'y a pas de différence entre un lycéen de la voie pro, et je le dis sans démagogie, bien qu'helléniste, il n'y a pas de différence dans son expression avec un ado de la voie générale. Il a la même maîtrise, la même excellence dans la présentation. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas raisonner à partir de cas particuliers, que l'industrie est aujourd'hui en mutation, j'en conviens bien, et qu'il y a des endroits où il y a du bruit. Il y a encore de très grandes usines, c'est vrai, mais il y a 3 millions de salariés. Il y en a un tiers qui passent leur temps dans des métiers qui ne sont pas ceux de l'industrie. Alors là, expliquez-moi pourquoi il y a même là des difficultés. Vous comprenez? C'est parce qu'il y a, je dirais, ces représentations, elles sont nées aussi du fait qu'on a une vision très, j'allais dire, baron de l'industrie. Mais l'industrie, c'est aussi l'histoire des hommes qui l'ont faite. Or, on n'a peut-être pas réconcilié, j'allais dire, cette histoire de conflit qu'il y a eu et violent. On les a pas dit dans l'histoire d'une manière telle. Moi, ce qui me frappe le plus, qu'il n'y a pas dans les grèves qu'on signale ou dans les mouvements durs, il n'y a jamais de mise en cause de l'outil lui-même. Il y a un respect, il y a une confiance. Et c'est peut-être dans les médias et dans le public qu'il faudrait retrouver, vous parliez de l'Allemagne, je crois que le mot a été dit tout à l'heure par Louis Gallois, c'est pourquoi cette crise de confiance dans un appareil, au-delà des problèmes que vous soulevez et qui sont réels. C'est vrai qu'il y a du bruit, qu'il y a des usines qui ne sont pas faciles, mais pourquoi n'y a-t-il pas la même confiance que l'on peut trouver en Allemagne? Il se trouve que mon épouse est allemande, donc j'y suis souvent, et souvent c'est une région industrielle, et il est vrai que je ne trouve pas que les conditions de travail, enfin je veux dire, mon père est ingénieur, je ne vois pas que les conditions soient bien meilleures qu'en France, loin de là. Oui, je pense qu'il y a quand même un problème spécifique chez nous, et mais je ne détourne. Oui, je voulais vous répondre parce que c'est vrai ce que vous dites, mais en même temps, ça n'est pas que ça, c'est plus profond. Un mot, Pierre Gattaz, sur ce sujet également? Oui, d'abord, si oui, moi, ma préoccupation, et je pense que pour le pays, c'est le chômage et c'est l'emploi. Alors, on peut rêver d'un monde idéal, si oui, il n'y a pas de bruit, il n'y a plus d'efforts, il n'y a plus de problème du tout. Et là, vous avez 30% de chômeurs. Donc, c'est vrai que l'industrie, ce sont des métiers qui sont dans des conditions d'industrie, mais je dirais que c'est vrai dans le monde entier. Et je pense que les Français et la France a des usines qui sont sans doute parmi les plus remarquables du monde. J'exporte à 80%, je vois des usines en Chine, en Hong Kong, aux États-Unis, au Mexique. Je peux vous dire que quand je reviens en France, je suis fier de mes usines et de ce que je vois des autres industriels. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si vous voulez, en effet, vous voyez ces dogmes qu'on a de gens qui sont dans la théorie pure, que j'apprécie beaucoup, mais il faut être sur le terrain, il faut créer de l'emploi, il faut créer 10 personnes, 10 emplois, il faut créer 100 emplois, il faut voir ce que c'est que de faire de l'industrie en France. C'est de s'exposer aussi à la mondialisation, c'est de s'exposer au risque des aléas de la mondialisation. L'industrie comme l'économie, vous êtes entre deux tapis roulants. Vous êtes entre un tapis roulant des marchés, des clients qui évoluent tout le temps, et vous êtes sur un autre tapis roulant des technos et des sciences qui évoluent tout le temps. Donc l'entreprise, aujourd'hui, il faut le faire comprendre à tous nos salariés, aux Français, ça bouge tout le temps, ça doit s'adapter en permanence. Et le problème, si vous voulez, c'est que si on a des postures qui disent on ne s'adapte pas, on n'a pas le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire ça, on va rajouter des droits, des lois, etc. Vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes complètement gangréné pour prendre les défis du monde. Et les défis du monde, ils sont énormes. Il y a la moitié de l'humanité à équiper. Vous avez 3,5 milliards d'individus, d'infrastructures, d'eau, de voitures, etc. Donc génial. Vous avez les filières du futur à créer pour l'industrie. Toute la santé, toute la sécurité, toute la mobilité, tout le développement durable, les infrastructures numériques intelligentes, les réseaux électriques intelligents. Si vous voulez, ce sont des opportunités géniales, mais il faut arrêter de dire
si vous voulez, on va continuer de mettre des carcans partout parce que c'est pas bien, parce qu'il y a trop de bruit, parce que ceci, parce qu'on crève, si vous voulez, excusez-moi, mais ça c'est peut-être un problème de l'industrie française, de surréglementation. On crève de surfiscalisation et qui fait que, si vous voulez, quand vous êtes industriel en France, parfois je me dis on est un fou ou un saint. Et il faut arrêter, il faut se dire il y a des choses merveilleuses à faire avec nos équipes et on les fait merveilleusement bien et on les fait dans des conditions qui sont sans doute les meilleures au monde actuellement. Merci beaucoup Pierre Gattaz, merci beaucoup Jean-Pascal Charvet, merci beaucoup monsieur pour votre question, poil à gratter et des réponses qui ont été apportées. Merci, on va enchaîner sur la séquence suivante. Et j'appelle Simon Desnains. Merci. Simon Desnains et deux de ses étudiants, Flore et Baptiste. Vous n'avez pas de nom, vous? C'est que les prénoms, Flore et Baptiste? C'est comme dans les émissions de télé, quand il y a les gens interviewés, quand ils sont ouvriers, on met juste leur prénom, et quand ils sont patrons, on met leur nom de famille. Alors, qui est qui, là? Alors, il faut prendre les micros. Et moi, c'est Simon. Simon, c'est vous qui commencez, alors? Oui, c'est moi. Alors, vous êtes donc prof à l'ENSCI, et donc vous êtes venu avec deux étudiants designers. Exactement. Et vous allez nous montrer un petit peu comment l'usine est aussi un lieu de créativité. Alors, juste pour resituer un tout petit peu, donc l'ENSCI, déjà, c'est l'École nationale supérieure de création industrielle, qui est une école jeune qui dépend à la fois du ministère de la Culture et du ministère de l'Industrie, école supérieure qui forme donc au métier de la création industrielle et au métier qu'on connaît plus maintenant sous le nom de designer. Vous avez votre étudiante là, qui regarde le connecteur qu'a laissé Pierre Gattaz. Voilà, mais c'est parce qu'elle est passionnée par les objets industriels. Et donc, les designers sont aujourd'hui bien identifiés, cartographiés, je dirais, dans le monde de l'industrie comme des gens qui travaillent sur les objets industriels. Et dans le cadre d'une relation avec la fabrique de l'industrie, on s'est posé la question de savoir si on ne pouvait pas déplacer un tout petit peu le sujet de l'étude et passer de l'objet industriel à l'objet industrie et de proposer à des étudiants de réfléchir justement à cette question de... Un peu dessine-moi l'industrie, quoi. Voilà, de savoir comment ils percevaient l'industrie aujourd'hui et comment on pouvait... en tirer des conclusions ou en tout cas des pistes. Et donc on a commencé ce travail qu'on espère poursuivre sur d'autres sujets par un premier travail sur la visite d'usine. Et la visite d'usine tout simplement parce que c'est le premier point de contact entre l'industrie et son public et que c'est quand même quelque chose qui porte énormément dans l'esprit des industriels, qui porte la relation entre l'industrie et son public. Et paradoxalement, c'est un objet qui ne remplit plus aujourd'hui ses fonctions, c'est-à-dire qu'on attend d'elle qu'elle soit enrichissante, mais qu'elle soit aussi qu'elle incite les gens à venir travailler et à envisager une carrière dans l'industrie. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, on a immergé une dizaine d'étudiants dans 4 entreprises et instituts de formation. Et on leur a fait jouer les bêta-testeurs de ce que pouvaient être ces visites d'usine. Et ensuite, ils ont cristallisé, ils ont débattu, ils ont provoqué aussi quelquefois les gens qui nous ont accueillis. Et ils ont donc cristallisé tout ça dans 2 livrets et un certain nombre de scénarios. Et en fait, la fabrique de l'industrie a décidé d'en éditer une synthèse qui vous sera remise. Des choses, non, je crois qu'il y a des images à montrer, non, il me semble. Ouais, mais qui vont parler des questions qu'on va poser après. Donc la fabrique de l'industrie a décidé d'en éditer une synthèse qui vous sera remise à la fin de la soirée. Voilà. Flore d'Hélène, c'est ça votre nom? Racontez-nous un peu là comment vous avez vécu cette expérience. Comment vous avez vécu, je sais pas, comment ça vous a plu ou pas? Est-ce que c'était bien? Alors, ouais, mais ça marche? Ouais, ok. Alors, est-ce que ça m'a plu? Oui. Je pense que au départ, c'était pas gagné. C'est-à-dire? Bon, peut-être vous aviez des a priori? Non, c'était surtout du côté de l'école. On a un peu tous choisi ce sujet à l'aveugle comme étant un cycle de visite d'usine. Et donc la surprise, ça a été après de travailler dessus, de devoir un peu dépasser justement ces visites d'usine
et de devoir se mettre au travail par rapport à ça. Et de chercher un peu justement, comme Simon l'a dit, on était l'échantillon test. On nous a fait une vraie demande autour de la visite d'usine et de savoir qu'est-ce qu'on en pensait, mais qu'est-ce qu'on aurait à repenser de la visite. Et c'était, je pense, là ce qui était intéressant, de se mettre nous-mêmes d'abord dans la peau du visiteur et voir que le problème n'était peut-être pas là où on l'attendait en premier lieu. C'est-à-dire qu'une des premières questions qui vous a été posée, c'était de vous approprier le sujet et de définir le périmètre de ce qu'on entendait par visite d'usine avec une paire de guillemets. Et qui veut répondre ? Baptiste ? Donc oui, en fait, on a commencé ce travail par un cycle de visite, donc dans différentes entreprises telles que Eurocopter. Dites-nous ce qui vous a étonné, etc. On a visité l'usine. Ce qui est le plus étonnant au premier abord, c'est vraiment de constater en fait l'écart qu'il peut y avoir entre l'industrie et son public, c'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a une scission et du coup en fait la question s'est écartée. Au départ, on était venu dans ces entreprises pour justement analyser ces visites et voir comment on pouvait les améliorer. Ouais. Et on a élargi ce champ de recherche jusqu'à s'interroger sur comment provoquer ces points de contact, ces rencontres finalement entre l'industrie et son public. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup préoccupés. Après, bien sûr, ces entreprises, c'était aussi le moyen pour nous. On parlait de méconnaissance tout à l'heure, de mettre à mal nos idées reçues parce que, on était complètement dans. Une idée que vous aviez initialement et que vous avez corrigée après cet exercice. Une idée reçue. Une idée reçue. Vous avez remis justement sur ne serait-ce que comment on visite une usine, qu'est-ce qu'est une usine, quoi. Moi, je sais que c'était des chaînes comme il y a 100 ans. On a évidemment l'image d'une usine sale, désagréable, bruyante. Enfin, il y a des choses qui se confirment. C'est plus propre que chez vous. Mais ça dépend des entreprises. Mais... ça dépend de chez vous aussi. C'est vrai. En l'occurrence, ça va. Ça va. Mais donc voilà, non, c'était très intéressant, très riche et je pense que, on en garde vraiment de bonnes choses pour la suite. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la visite d'usine, c'est un objet qui porte en elle-même un certain nombre de paradoxes. Déjà, la première question des industriels, c'est de savoir si on fait visiter l'usine telle qu'elle est ou telle qu'on aimerait qu'elle soit perçue. Et ça pose un certain nombre de questions. Est-ce que je continue à produire ? Est-ce que j'arrête de produire ? Est-ce que je libère certains employés pour qu'ils puissent servir de guide, etc. Et donc en fait, les étudiants ont relevé un certain nombre de paradoxes qui font que la visite d'usine in situ, elle est intéressante, mais elle a forcément des limites dans la perception qu'on peut avoir de l'industrie. Et notamment, les étudiants se sont intéressés à ce moment-là à savoir s'il n'y avait pas d'autres points de contact à créer, à inventer, pour rapprocher l'industrie de son public. Oui. C'est-à-dire de visiter l'usine hors l'usine, ça fait bizarre quand même, non ? En fait, à la fois c'est étrange et à la fois c'est peut-être assez logique, dans la mesure où une usine, elle ne peut pas représenter à elle seule l'industrie française. Elles ont toutes leurs particularités et de se dire, est-ce qu'on borne... qu'est-ce qu'on veut chercher ? Est-ce qu'on veut faire visiter une usine ou est-ce que finalement on veut faire comprendre et amener justement la confiance amener à avoir confiance en l'industrie en général et pas en une usine. Puis aussi après il y a la question de la sélection, quelle usine on montre, est-ce qu'en faisant ceux qui veulent bien déjà. Voilà, ceux qui veulent bien, mais aussi en faisant un choix, est-ce qu'on va pas orienter une vision, l'écrémage, comment il se fait, voilà, est-ce que c'est pas il y a aussi beaucoup de cette question qui est apparue, est-ce qu'on va pas être malhonnête aussi en choisissant en sélectionnant pour le public ce qu'il y a à voir. Et voilà, l'usine rêvée. C'est sûr que quand vous visitez Eurocopter, ça ne vend pas le même rêve que quand vous visitez France Electrolyse. Oh, mais les deux sont bien. Non, mais les deux sont très intéressants, mais mais les deux sont intéressants, mais l'image qui est véhiculée par les deux entreprises, entre une entreprise qui est en plein essor et une entreprise qui connaît les difficultés liées à la filière automobile, entre des métiers qui sont quand même pas du tout qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes en termes de pénibilité ou de rythme de production, vous n'avez pas la même image. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions à poser à la fois à notre enseignant
Simon Desnains et ses 2 élèves. Non? Alors c'est moi qui... Ah oui, il y a des mains qui se lèvent. Autrement, moi, je peux toujours poser des questions. Hein. Bonsoir, allez-y. Bonsoir, Frédéric Vincent, je suis professeur... Je vous entends pas bien. Frédéric Vincent, je suis professeur ici à Mines Paris Tech. Je voulais poser une question aux 2 étudiants. Est-ce que vous avez, en regardant les différentes usines et leurs caractéristiques, qui sont effectivement complètement différentes entre Eurocopter et Arcelor, enfin bon, voilà, ou Mittal maintenant, est-ce que vous avez pensé aussi à une manière, par le design, de mettre en valeur ce qui peut être considéré comme laid? Parce que finalement, quand on connaît mieux l'industrie, il y a une beauté dans les choses qui ne sont... personnellement, je trouve Eurocopter pas très intéressant à visiter avec mes étudiants, où tout est caché, et c'est que dans l'imaginaire. Et je trouve qu'aller visiter une usine sidérurgique, c'est peut-être moins imaginaire, mais c'est d'une très grande beauté. Et je trouverais intéressant, enfin, je voudrais savoir si vous êtes aussi intéressé à comment révéler aux autres et à des gens qui passent peu de temps la beauté de la machine, des hommes qui le font, des déchets, des choses comme ça qui peuvent avoir... Qui veut répondre? Flore, Baptiste? Allez, Flore, vous avez le micro. Oui, c'est vrai. Vous avez été sensible au charme irrésistible de l'usine. Alors oui, et justement aussi, il faut dire que donc, nous, on est étudiants en création industrielle, donc on n'est pas insensible de base. Et on travaille déjà un peu avec, on va dire, un amour, même si c'est l'amour minimum, mais on travaille avec un certain amour de la machine ou en tout cas une sensibilité à ça. Donc je ne sais pas si on est des gens dans ce contexte qui sont purement objectifs. Oui. Mais je pense que, en tout cas, on en a parlé de savoir est-ce qu'il n'y a pas une fascination à faire naître, ou comment faire naître la fascination et comment faire sortir la beauté de l'usine, de la machine, du travail, de la gestuelle. Et ça, je pense qu'elle transparaît toute seule, parfois au cours de la visite. Je sais qu'on a tous été fascinés justement chez Eurocopter par un métier. Alors, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, mais c'était quelqu'un qui tapait sur les ailes au moment du contrôle. Celui qui tape sur les ailes chez Eurocopter, c'est quoi sa qualification? Parce que je dois dire que je cale, moi. Je connais un peu, mais... Non, sur les pales. Les pales. J'ai mal retenu. Alors, les pales. Remettons les choses à leur place. Donc, sur les pales. Oui, je crois que ça s'appelait le tickling. La Courneuve, oui. Oui. La usine de la Courneuve est une vieille usine que j'ai fait visiter, moi, à beaucoup de jeunes enfants. J'ai visité avec eux, d'ailleurs. Et c'est une vieille usine. Hein. Vous allez voir celles qui sont en train de construire au Bourget. Ici, il y a 1 an ou 2, vous verrez ce que c'est qu'une usine moderne. Et Marignane aussi, non? Marignane, oui, mais Marignane aussi, c'est une usine où il y a des parties très modernes et des parties un peu plus anciennes. Mais ce que vous avez vu, c'est une usine ancienne, avec des processus très nouveaux, mais anciennes quand même. Et le site est très aussi agréable pour le coup. On a eu c'est de plaisir, je pense, à le découvrir. Alors, on a vu ce qui allait être fait pour le déménagement, etc. Et justement, nous, c'est une des choses qui nous avait beaucoup plu de découvrir ce site qui est ancien, mais qui était aussi assez agréable à voir parce qu'il portait un peu son histoire, etc. Mais en tout cas, donc pour votre question, je ne sais plus, voilà, oui. Je pense que c'est surtout quand je pense pas qu'il y ait des choses à faire concrètement en termes de design dans la forme, dans le formel. On ne va pas redessiner quelque chose spécialement, parce que ça, c'est une question aussi beaucoup de goût, et chacun pourra aimer ou ne pas aimer. Mais après, il faut réussir à faire découvrir les choses, je pense, aux gens. C'est plutôt ça, et rendre agréable les moments qu'ils ont de contact avec l'industrie. Et si c'est la visite, ce sera la visite. Merci Flore. Une toute dernière question sur ce sujet. Monsieur qui lève la main au milieu, juste en face de moi. Bonsoir monsieur. Pardon ? Oui, Jean-Jacques Urban, retraité du groupe PSA. Est-ce que dans les visites d'usines que vous avez faites, pour parler de style et de côté agréable des usines, vous avez vu des usines sales
Et vous a-t-on dit qu'une usine sale était une usine inefficace? Alors, cette fois-ci, c'est Baptiste. Oui, alors c'est sûr qu'il y a une grosse différence entre Eurocopter et France Electrolyse, comme ça avait été dit. Après, on a commencé en fait par visiter Eurocopter et ça a été à notre demande, surtout à la demande des élèves, d'aller justement voir des usines qui étaient peut-être moins, propres et qui étaient. On avait bien l'impression qu'on était chez Eurocopter, qu'on était vraiment dans le fleuron de l'industrie française et on voulait justement voir peut-être des industries qui fonctionnaient moins bien. D'où notre demande et notre. Il ne faut pas présenter France Electrolyse comme la boîte qui pas du tout, parce que ne marche pas, parce que là, vraiment, c'est désobligeant. Et sans doute inexact. Non, mais en l'occurrence, c'est bien sûr que non, c'est pas sale, etc. Mais c'est sûr que c'est moins. Il y a quand même un côté moins propre, etc. de l'entreprise, mais qui n'est pas du tout gênant, je pense, dans son bon fonctionnement, comme il y a dans la question. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci Simon Desnains, merci Flore, merci Baptiste. Et merci pour vos questions. On va passer... bravo. Raconter l'industrie, c'est ce qu'on fait un peu depuis tout à l'heure, hein. Oui, il y a Pierre qui reprend son connecteur. On va continuer à raconter l'industrie avec Christelle Bory et Pierre-Noël Giraud. Christelle Bory, vice-présidente de la Fabrique de l'Industrie, le think tank de l'industrie présidé par Louis Gallois, qui co-organise cette soirée. Bonsoir Christelle. Et Pierre-Noël Giraud, vous êtes économiste, et tous les deux, vous avez écrit sur l'industrie. Vous avez vos livres en main ou pas? Non? Bon. On va commencer avec vous, Christelle. Vous êtes une chef d'entreprise industrielle et vous avez signé chez Duno l'industrie racontée à mes ados, point de suspension, qui s'en fiche. Vous avez vraiment des ados ou c'est un effet de style? Je vais vous piquer votre micro parce que moi j'ai besoin de... Merci. Merci. Alors, vous avez vraiment des... Alors j'ai vraiment des ados, j'en ai même deux. Quel âge? 19 et 16. Des grands ados, donc il y en a un qui est un petit peu passé l'âge ado, mais enfin bon, les garçons c'est toujours un peu plus... Oui. et 16. Donc j'ai pas vraiment... compris là, le truc de les garçons et puis point de suspension comme ça. Donc j'ai des ados. Ouais. Et quand ils étaient plus petits, qu'on leur demandait ce que faisait leur maman, ils répondaient elle fait des réunions. Donc ça montre l'image très précise qu'ils avaient de ce que je pouvais faire dans l'industrie. Et alors, vous avez eu l'idée incroyable de faire un bouquin pour répondre à des questions qui ne se posaient pas. Non, c'est des questions qui se posent parce que elles se posent franchement quand on entend les jeunes parler de l'industrie, et donc quand j'entends pas forcément seulement les miens, mais leurs amis ou les gens autour de moi parler de l'industrie. Et quand vous entendez donc le micro-trottoir qui a été présenté tout à l'heure, je suis d'accord avec Laurent, c'est triste. En fait, c'est triste, mais malheureusement, c'est assez proche de ce qu'on entend plus généralement, et c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui ont soit une image totalement caricaturale de l'industrie, très éloignée de ce qu'on peut vivre au quotidien, nous, dans nos vies d'industriels d'aujourd'hui, et qui se rapporte plus ça date un peu de Charlie Chaplin, les temps modernes, hein. Et soit pas de vision du tout, c'est-à-dire que c'est totalement hors champ, ils savent pas ce que c'est, ils en ont aucune image. Et honnêtement, je trouve qu'on les aide pas beaucoup à en avoir une image lisible, ni dans l'enseignement. Moi, mes enfants sont dans des filières générales et honnêtement, il y a quand même l'enseignement ne leur donne pas quand même une éducation très... on ne leur parle pas beaucoup de ce qu'est un client, de ce qu'est un produit, de ce qu'est l'industrie d'aujourd'hui. Ils font de l'histoire de l'industrie. Bon. Et ni dans l'enseignement, ni dans les médias.
Je trouve que, comme vous disiez tout à l'heure, quand on allume la télé, on entend quand même plus parler des usines qui ferment que de celles qui marchent bien. Ni d'ailleurs, les industriels, on ne fait pas forcément un travail génial, la preuve, pour expliquer ce qu'on fait. Donc je pense que globalement, il y a un besoin collectif. Donc c'est une petite pierre à l'édifice, mais on a senti avec la fabrique qu'il y avait un besoin dans ce domaine-là d'essayer d'objectiver un peu plus l'image de l'industrie auprès des ados en essayant de parler leur langage. Ouais. Vous êtes parti de leurs clichés un petit peu, qui sont ceux souvent des Français en général. Voilà, alors donc c'est destiné aux ados, mais on sait que ça peut être plus large. Vous êtes allé carrément, hein, vous n'avez pas évité les sujets. Hein. On y est allé assez carrément. On a fait un petit sondage. On a tous des ados. Certains ont même travaillé avec une classe pour la préparation de ce livre, pour faire pour récolter justement ces clichés tels qu'ils les expriment. Et effectivement, on est parti des clichés classiques. L'industrie, ce qu'on a entendu, ça pollue, c'est sale, ça crée des chômeurs, c'est pas pour les filles, c'est pour les mauvais en classe parce que les bons ils font surtout tout sauf ça. C'est pas pour les filles, il y a une part de vérité. Quand nous journalistes on veut faire un sujet sur l'industrie et qu'on cherche des femmes pour incarner le sujet, on arrive rapidement vers vous. Ou quelques autres, mais bon, c'est quand même des métiers très masculins. Alors ça reste des métiers qui sont très masculins, il n'y a que 28% de femmes dans l'industrie. Il y en a quand même de plus en plus dans les postes qualifiés et on est sur les représentations dont monsieur parlait tout à l'heure, sur le fait que il y a une autocensure assez tôt, d'abord vers les sciences et puis des sciences. Déjà, quand on n'a que 20% d'une promotion d'ingénieurs qui sont des femmes, on a du mal à en retrouver 40 dans l'industrie derrière. Donc, et pareil pour les techniciens, etc. Alors, il n'y a pas que ces professions-là dans l'industrie. Il y a aussi, comme on le disait, des ressources humaines, de la communication, du commercial, etc. Et qui sont des métiers où on peut trouver plus de femmes. Mais c'est vrai que c'est difficile quand dans l'éducation même, on ne forme pas des filles à ces métiers-là, de les retrouver dans l'industrie. Et on a certainement en plus un deuxième passage un peu difficile qui est que quand à la sortie des écoles, les filles spontanément ne vont pas forcément vers l'industrie où on ne sait pas les attirer. Donc on a tous, à mon avis, là aussi un travail collectif à faire pour leur montrer qu'on peut, j'en suis un exemple, mais il y en a d'autres, qu'on peut faire carrière dans l'industrie en étant une femme. Donc vous avez travaillé dans l'aluminium longtemps. Dans l'emballage et dans l'aluminium. Dans l'emballage et dans l'aluminium, et puis vous venez de prendre la direction générale d'un laboratoire pharmaceutique, Ipsen. Donc vous, quand vous avez changé de job, vous vous êtes dit, je reste dans l'industrie. Vous étiez piégé par votre bouquin ou c'est vraiment la seule chose qui vous intéresse dans la vie? Non, je pense, oui, je me voyais pas sortir de l'industrie. J'aime beaucoup la relation aux gens, aux produits. Je pense que c'est un monde extrêmement attachant où, comme le disait Pierre Gattaz, on trouve des gens fiers de ce qu'ils font, souvent très loyaux à leur entreprise, fiers de leur histoire. Moi, je trouve que c'est un monde extrêmement, encore une fois, attachant où l'on participe en fait à la création de valeur de la Maison France, puisque, comme on le disait tout à l'heure, c'est 80% de l'innovation, qui est tiré par l'industrie, c'est 75% de nos exportations. Donc, et c'est un fabuleux, je dirais, champ de connaissances du progrès technique et économique. Vous avez appris des choses en écrivant ce bouquin? Vous êtes posé des questions auxquelles vous n'aviez pas pensé avant? Alors d'abord c'est un travail collectif, et on a été il y a eu un groupe à la fabrique. Je voudrais Marie-Laure qui est ici a été d'une grande aide et a rédigé beaucoup des éléments qui sont là-dedans. Hommage et donc à Marie-Laure Caillet. On a fait un travail effectivement où on a mis ensemble tout ce qu'on savait de nos expériences. Oui, mais il y a des choses que vous avez des sujets auxquels vous n'aviez pas réfléchi avant. Parce que quand on est industriel, on n'est pas obligé de réfléchir à l'industrie, on fait l'industrie. On fait l'industrie, c'est vrai, mais on s'aperçoit, je pense que j'ai pas appris forcément quelque chose.
Simplement, on l'articule pas forcément comme ça, et des choses qui nous semblent évidentes dans notre quotidien, à partir du moment où on le met en perspective, on s'aperçoit que ça prend une forme un peu différente. Et je pense que j'aurais pas forcément spontanément pensé à tout ça au début, mais je pense que la plupart des industriels d'ailleurs n'ont pas forcément appris quelque chose, mais se sont reconnus dans ce que on a écrit ici comme étant à la fois une partie de leur quotidien, avec encore une fois ces réalités positives et ces challenges. Hein. Je suis d'accord avec ce que disait monsieur, tout n'est pas rose dans l'industrie. Et d'ailleurs, le but de ce livre, et c'est très important, c'était de ne pas faire un plaidoyer, de dire que tout était beau et il y avait que l'industrie qu'il fallait venir là-dedans. C'était simplement d'essayer d'objectiver tous ces préjugés et d'en donner une image qui soit une image plus équilibrée, et pourquoi dans laquelle on se reconnaisse. On ne parle pas davantage des produits, les jeunes qu'on a vus, on n'arrête pas de les citer, là, les jeunes qu'on a vus au tout début, là, c'est des utilisateurs absolument passionnés d'objets industriels. Ils en ont sur les oreilles, ils en ont partout. Ils adorent l'industrie, par l'objet. Est-ce que c'est pas par là qu'il faut rentrer pour dire que c'est merveilleux de fabriquer un iPad ? Je pense qu'effectivement, il faut rentrer par là. Et les centaines de sous-traitants ou d'ingénieurs qui contribuent à un objet simple. Mais il faut tout de suite passer à l'étape d'après, qui leur expliquer que l'iPad, en fait, celui qui l'assemble, il est en Chine, et d'ailleurs, il ne fait que quelques pourcents de valeur ajoutée, et que tout ça, c'est des composants et de toute une chaîne de sous-traitants qui ont participé et qui sont en Allemagne et qui sont en Corée et qui sont partout dans le monde et qui contribuent en fait à la constitution de cet iPad. Donc le produit fini, c'est quelque chose, mais ce qu'il faut arriver tout de suite à leur faire comprendre, c'est que derrière, il y a toute une chaîne de métiers qui contribuent à ce qu'à un moment l'iPad sorte, et que contribuer à cette chaîne de métiers, c'est contribuer à l'iPad, même si on n'a pas le produit en main fini. Et je pense que très peu de jeunes ont l'idée de cette chaîne de valeur qui est derrière un iPad, ou quand on parle du luxe, c'est un des exemples qu'on cite dans le bouquin, quand on parle on voit un parfum, toute la chaîne industrielle derrière, le nombre de métiers qui sont des métiers industriels qui contribuent à produire un parfum qui est un produit de luxe par excellence. Pour citer votre nouveau métier, l'industrie qui sauve des vies par des molécules qui soignent. Voilà, par exemple. Merci Christelle Bory. Pierre-Noël Giraud, vous êtes chez vous ici, vous êtes Oui, je suis chez moi, je suis professeur d'économie dans cette école, ainsi qu'à Paris-Dauphine. Et vous êtes l'auteur avec Thierry Veil, qui est juste en face de nous, au premier rang dans cette salle. Vous êtes l'auteur d'un petit bouquin qui vient de sortir également, un bouquin qu'on peut lire, qui est facile à lire, qui n'est pas un bouquin d'experts compliqué, scientifique, académique à mort et tout, qui s'appelle « L'industrie française décroche-t-elle ?» à la documentation française. Votre projet, d'abord le titre... Le titre n'est pas bon. Il n'est pas bon. Ah bah, si vous commencez... C'est la documentation française qui vous a dit « le titre est déjà choisi ». C'est dommage parce qu'il ne faut jamais poser des questions. Alors votre titre à vous, ça aurait été quoi ? Que faire pour réindustrialiser la France, par exemple ? Depuis tout à l'heure, on en parle sous plusieurs de ces coutures de l'industrie. D'un point de vue macroéconomique, est-ce que vous pouvez, même si la question est un peu vaste, de quelques phrases nous dire en quoi c'est si important ? Pourquoi on a eu tort de dire dans les années passées que la tertiarisation, la société de services, c'était finalement l'avenir de l'économie ? Tout simplement parce que la distinction entre industrie et service que manient les gens qui sont les défenseurs de la société post-industrielle ou de la société de service, cette distinction n'a strictement plus aucun sens. Plus aucun sens. Il n'y a pas de service sans industrie. On ne peut pas faire des call centers si on n'a pas des réseaux de communication. On ne peut pas faire de services sans industrie, mais on ne peut pas faire d'industrie sans des services. D'ailleurs, une bonne part de ce qu'on appelle aujourd'hui les services aux industries était avant à l'intérieur de l'industrie, donc les frontières sont très... C'est l'outsourcing ou l'externalisation qui fait qu'on a sorti, que l'INSEE a sorti ses services du champ de l'industrie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'on ne peut pas faire... que cette distinction entre industrie et services... n'a véritablement plus aucun sens et nourrit toute une série d'idées absolument fausses. Parce que l'industrie, ça s'oppose à l'artisanat, point.
Alors, toute une série de services. À partir du moment où ils mettent en œuvre, comme le disait M. Gattas, des processus industriels, ce sont des industries. D'ailleurs, on parle de l'industrie du tourisme, on parle de l'industrie des jeux vidéo, on parle de l'industrie financière. On dit même que ce sont les ingénieurs financiers qui nous ont mis dans l'état où on est. C'est pas tout à fait vrai, mais bon. Donc, voilà, la raison fondamentale pour laquelle je critique cette vision de société post-industrielle, de société de services, c'est qu'elle ignore cette réalité fondamentale. Nous sommes dans un système où les services et l'industrie sont intimement imbriqués. Et deuxièmement, il y a dans cette affaire un véritable mépris à l'égard du reste du monde. À entendre les défenseurs de cette vision des choses, il y aurait les nations intellectuelles, qui feraient de la conception, du design, pardon, le design est fondamental, qui feraient la conception, le design, et puis les nations besogneuses. Les pays ateliers, comme on disait. Voilà, les pays ateliers qui fabriqueraient pour le compte des premiers. Et comme les premiers sont tellement forts, disons qu'avec 10 intellectuels, concepteurs, ingénieurs, ils vont pouvoir importer du travail de 1000 ouvriers asiatiques. Mais cette vision est non seulement fausse, mais méprisante. Il est bien évident que les pays asiatiques, les pays émergents, s'industrialisent, mais vont faire aussi la recherche, le développement, etc. Et que ce sont plus du tout, si on prend l'Inde et la Chine, des pays en développement. Ils le disent, eux, ils le disent. Ça les arrange peut-être. Ça les arrange de le dire. De rester classés dans les émergents. Ils sont absolument, à très peu de choses près, nos équivalents, et que donc, ils veulent tout. L'industrie, les services, la technologie, la haute technologie, la recherche, la conception, le design. Hermès est en train de développer une filiale chinoise qui va appliquer le modèle Hermès à des produits chinois, faits avec de l'artisanat chinois. Bon, alors donc nous n'avons plus aucun privilège. Donc il faut tout garder. Bon, alors pas forcément l'industrie de la chaussure de base, mais il faut tout garder, mais il y a des arbitrages. Il y a des arbitrages à faire. Entre il faut en tout cas garder un système d'industrie-service compétitif. Sinon, nous allons nous appauvrir. Parce que, alors, c'est un problème qui a une dimension française. Il y a beaucoup de choses à faire chez nous, mais là, je ne viendrai pas là-dessus devant M. Gallois, qui a fait un rapport sur la question qui est vraiment une référence. Ce qui est peut-être moins souvent souligné, c'est qu'il y a une dimension européenne. Parce que, imaginons une Europe où l'Europe du Nord, l'Allemagne, la Suède, etc., se spécialise dans l'industrie-service. Mais que va lui vendre l'Europe du Sud ? Du tourisme, du vin et de l'huile d'olive? Non mais attendez, le tourisme pour lequel la France est parfaitement bien placée, l'excédent de notre balance du tourisme, c'est 5 milliards d'euros. Notre facture énergétique, c'est 50 milliards d'euros. Notre facture de biens et services aujourd'hui, depuis que nous sommes passés, c'est 25 milliards d'euros. Donc moi je suis pour le développement du tourisme, bien sûr, c'est un de nos avantages comparatifs, mais ne rêvons pas. Bon, alors c'est vrai évidemment pour la Grèce. Qu'est-ce que va vendre la Grèce au reste de l'Europe? C'est ça la question de fond. La question de la Grèce, ce n'est pas une question d'endettement. Enfin, plutôt l'endettement, c'est une conséquence d'un déficit commercial. La Grèce ne vendait pas assez au reste de l'Europe par rapport à ce qu'elle lui achetait. Bon. Et comment combler ça? Certainement pas, je répète, par les services. Donc il nous faut de l'industrie. Il faut commencer par remuscler la nôtre, sinon on ne pourra pas discuter avec les Allemands, parce qu'ils ne nous prendront pas au sérieux. Donc il faut faire des efforts nous-mêmes pour que les Allemands considèrent que nous considérons, nous aussi, comme eux, que l'industrie, c'est central dans l'innovation, la croissance, etc. Et à partir de ce moment-là, on pourra discuter avec les Allemands d'une meilleure répartition de l'industrie en Europe, et puis d'une meilleure répartition de l'industrie dans le monde aussi. Alors justement, Pierre-Noël Giraud, vous disiez que votre titre, si vous l'aviez choisi vous-même, ça aurait été « Comment éviter qu'elle décroche ». Quelles sont les pistes, pour l'essentiel, que vous avez envie de défendre? Bon, attendez, il y a 3 niveaux. Je répète, nous avons d'abord à balayer devant notre porte. Bon. Et ça concerne les industriels eux-mêmes et ça concerne les pouvoirs publics dans une posture d'accompagnement stratégique et non pas, à mon avis, la période des grands programmes où les politiques sectorielles dirigées par l'État, il faut être assez prudent dans cette affaire, mais par contre, les politiques d'environnement, on en a beaucoup parlé concernant la fiscalité, la réglementation, la formation, le rapport entre les acteurs locaux, etc. Je dirais rien là-dessus, parce qu'encore une fois, je vous dis, le rapport... Tout est dans le rapport Gallois. Oui, à mon sens, l'essentiel du rapport Gallois.
Oui, mais Monsieur Gallois, il faudrait juste dire aussi un rapport gallois européen maintenant. Hein. Voilà, mais il faut dire aussi que le rapport gallois est précédé d'autres rapports. Hein. Vous avez construit sur un diagnostic qui est posé depuis longtemps, parce que les forces et faiblesses de l'industrie française et ce qu'il faudrait faire pour les surmonter, c'est pas une découverte, disons, dans les milieux concernés, c'est-à-dire les industriels eux-mêmes, les pouvoirs publics qui s'en occupent et même les universitaires. Bon. Mais il y a un deuxième niveau qui est le niveau allemand, enfin, je veux dire allemand, européen, mais ça passe par les Allemands, qui est que on a un vrai problème de répartition de l'industrie sur le territoire européen. Donc il faut aussi quelque chose comme une politique industrielle stratégique européenne. Et puis, franchement, si la Chine était beaucoup plus auto-centrée, si la Chine se décidait enfin à réduire les immenses inégalités internes auquel on conduit son industrialisation tournée vers les exportations. Si les entreprises chinoises se mettaient, plus qu'elles le font aujourd'hui encore, à investir massivement en Afrique, non seulement dans les matières premières, mais ça commence dans le textile, dans la chaussure, dans le jouet, enfin, tout ce que nous avons fait chez eux. Oui. Et si nous ne détruisions pas, nous cessions de détruire notre capital humain et social autour de l'industrie, alors que si ça disparaît dans 20 ans, les Chinois ne seront plus compétitifs avec nous, parce qu'ils seront fortement augmentés. Il faut tenir, quoi. Il faut tenir 20 ans et préserver un capital humain et social qui sera très très long à reconstituer si on le perd. Moi, je donne souvent l'exemple de l'école des arts et métiers. Mais vous voyez, l'industrie française, c'est pas. L'école des mines est une des écoles les plus proches de l'industrie parmi les dites grandes écoles. Mais la véritable école de l'industrie française, c'est l'école des arts et métiers. Mais les arts et métiers, ça constitue un capital humain avec l'association des anciens, avec leurs traditions, qui, s'il disparaît, nous avons mis un siècle à le construire. Si ça disparaît, c'est fini. Donc c'est un approfondissement considérable. Tout le monde sait aujourd'hui que ce que nous mesurons en économie est tout à fait insuffisant par rapport aux vrais enjeux. Nous ne mesurons pas, alors tout le monde sait qu'on mesure mal notre capital naturel et que dans 12% de croissance chinoise, il y a 4% de destruction du capital naturel. Bon. Mais par exemple, nous ne mesurons pas notre capital social. Nous ne mesurons pas ce que la disparition de l'industrie entraîne comme perte de capital social, un appauvrissement considérable. Bon, donc voilà pourquoi il faut aussi pouvoir négocier avec les Chinois et les autres émergents l'idée d'un jeu gagnant-gagnant finalement. Vous vous recentrez beaucoup plus rapidement, ils disent tous qu'ils veulent le faire, mais vous le faites vraiment et plus rapidement. Vous allez industrialiser l'Afrique, c'est vous qui êtes capable de le faire, nous on ne peut plus rien pour l'Afrique. Et puis on négocie de façon à ce qu'on garde chez nous quelque chose dont on aura besoin dans 20 ans quand vous serez plus compétitifs avec nous. Je pense qu'il y a un niveau là où il faut aussi pouvoir imposer un point de vue européen, évidemment. Merci beaucoup Pierre-Noël Giraud. Je vous propose maintenant de poser quelques questions à nos deux invités d'abord, et puis ensuite, plus généralement, on pourra faire revenir autour de nous tous les intervenants pour des questions sur l'ensemble de la soirée. On commence donc, je voulais bien par des questions à Christelle Bory ou à Pierre-Noël Giraud. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Arnaud de Lépine, Ars Industrialis. Nous travaillons dans le cadre de cette association en considérant que l'Europe, en particulier, et la France, a raté beaucoup d'étapes technologiques ces 20 ou 30 dernières années, et que on a en particulier en matière de culture numérique une ignorance totale, j'allais dire, de ce qui se passe et de ce que cela comporte comme changement dans les comportements, que ce soit industriel, comme de management, comme dans la façon de se comporter des uns et des autres. Or, nous remarquons que seule, en particulier la France, autant nous avions fait du temps des plans industriels, les industries aujourd'hui qui fonctionnent encore sont celles qui ont été créées il y a 30 ans. Que reste-t-il aujourd'hui? Et en particulier, les grandes entreprises françaises n'investissent plus en France. Donc il faut se reposer sur les PME et par ailleurs avoir une politique industrielle totalement absente en France et en partie en Europe aussi, alors que si par exemple les États-Unis ont su faire ces sauts technologiques
Et si Google existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait l'armée derrière, ils ont été suivis, il y avait des créateurs, mais il y avait aussi, j'allais dire, des capacités, un milieu industriel qui leur permettait. Or, les Asiatiques, ils ont des politiques à long terme aussi. Nous, aujourd'hui, il y a eu un rapport d'ailleurs d'un grand groupe de conseillers internationaux qui a dit le court-termisme est en train de nous tuer tous, en particulier en Europe. Donc j'aimerais simplement savoir si ce n'est pas simplement un problème de confiance, mais de politique industrielle dont nous manquons totalement aujourd'hui. Merci beaucoup. Pierre-Noël Giraud, un élément de réponse à la fois ce point de vue et cette question sur le court-termisme ou pas. Non, encore une fois, je ne suis pas le mieux placé dans cette salle pour répondre à cette question, mais il est tout à fait évident que les États-Unis, qui ont été cités, comme la Chine, ont des politiques industrielles stratégiques de long terme. Pas du tout du même genre, pas avec les mêmes outils, mais ils en ont. Bon. Donc il faudrait qu'on ait la même chose en Europe, et en le déclinant dans chacun des États membres. Alors, ce dont je ne suis pas certain, je l'ai évoqué, c'est que ça passe par ce qui, en effet, a été une grande réussite française, qui sont les industries de grands programmes, dont Airbus, la filière nucléaire, etc., etc. Quand on a essayé de faire la même chose dans le numérique, ça a lamentablement raté, parce qu'on ne peut pas dire que le Minitel soit un énorme succès. Donc je ne sais pas, moi, s'il faut des politiques sectorielles dans le domaine du numérique, par exemple, ou si c'est plutôt des politiques d'environnement qui seraient efficaces en la matière, sachant qu'il y a quand même beaucoup de jeunes pousses intéressantes en France dans le numérique, donc, et qui ne relèvent pas d'une action de type politique sectorielle de l'État. Voilà, si je peux répondre de manière générale. Donc politique industrielle, oui, mais c'est quoi une politique industrielle aujourd'hui en Europe, en fonction des secteurs dont il s'agit? Est-ce que c'est donc favoriser la compétitivité en général, ou ça, c'est évident, mais il y a sans doute des actions plus précises à entreprendre ici ou là. Il y a peut-être des choix de soutenir tel ou tel type de formation ou de recherche, etc. Mais là, ça dépasse ma compétence précise. Merci. Madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Brigitte Rémy, Caisse des dépôts. Je voudrais revenir une seconde sur ce qui peut motiver un jeune pour aller vers l'industrie, ou au contraire, qu'est-ce qui peut l'empêcher d'y aller. Alors, il me semble qu'il y a un premier critère, c'est de voir si il y a pour le jeune une dimension de confiance ou au contraire une dimension de peur. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il craint? Il craint le chômage. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, ce qui retient une partie des jeunes d'aller vers l'industrie, c'est potentiellement la crainte d'être au chômage, parce que c'est bien l'idée que l'on donne aujourd'hui de l'industrie avec qui est un sacré paradoxe, puisqu'il y a des emplois non pourvus dans l'industrie. Alors justement, j'y viens. Comment valoriser l'industrie? C'est probablement valoriser les gisements d'emplois qu'il peut y avoir. Le jeune a besoin d'un emploi. Donc, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin... dans certains métiers, on manque de qualification, et je ne parle pas nécessairement des métiers de cadre. Et puis, il y a les emplois transversaux qui sont communs aussi bien à l'industrie qu'au service. Donc ça, c'est le premier point. Il faudrait peut-être donner une appétence aux jeunes en lui disant « vous ne serez pas au chômage nécessairement », mais en gardant un certain réalisme, me semble-t-il, parce que tout n'est pas rose, effectivement. Le deuxième point, me semble-t-il, c'est de savoir si l'image que donne l'industrie est une image valorisante ou au contraire dévalorisante. Or, lorsqu'on observe les salaires de sortie des écoles de commerce comparés déjà aux ingénieurs, j'avais regardé ces chiffres il y a quelques années, les écoles de commerce sortaient avec un delta plus assez important par rapport aux salaires de sortie des ingénieurs. Et deuxièmement, lorsqu'on regardait à l'intérieur de la cible ingénieur quels étaient les salaires de sortie, on voyait que l'ingénieur de R&D était généralement moins payé que l'ingénieur qui allait dans la production. Je ne sais pas si ces chiffres sont toujours vrais, peut-être pourrez-vous me le dire, mais en tout cas, il me semble qu'un jeune, lorsqu'il a fait des études supérieures, va aussi s'orienter en fonction des salaires de sortie. Et je ne parle pas des ingénieurs qui vont choisir la filière finance,
parce que précisément les métiers d'ingénieur financier dont vous parliez tout à l'heure et qui ne sont pas pour moi totalement malgré tout assimilés aujourd'hui à l'industrie telle que nous la concevons dans cette séance, eh bien, sont largement mieux rémunérés que les salaires, que les ingénieurs de production, etc. Et dernier point, et j'en ai terminé, c'est de savoir si l'industrie, ça donne envie de faire quelque chose de créatif et d'aller vers l'avenir. Or, j'observe qu'aujourd'hui, on parle effectivement dans les médias de crise, on parle assez peu d'innovation, et lorsque l'on voit qu'une émission comme C'est pas sorcier a failli être supprimée de la programmation du service public, on peut s'interroger sur la façon aujourd'hui qu'on aurait de valoriser l'industrie via l'innovation à travers des émissions positives qui donnent envie aux jeunes de faire quelque chose de créatif et non pas de quelque chose qui ne mènera à rien. Merci. Voilà. Je crois que c'est plutôt pour vous, Christelle Bourry, cette question. Je pense que 3 points, donc. Tous vos points sont valides. Je pense que le premier sur le chômage, on voit en fait une inadéquation. Puisque finalement, effectivement, il y a des emplois qui se perdent et le solde net est négatif de l'industrie qui perd des emplois régulièrement. En revanche, quand on regarde sur les 25 dernières années, le nombre d'ingénieurs et de techniciens a doublé dans l'industrie. Donc, il y a des pertes d'emplois et il y a des embauches. Il y a des pertes d'emplois et il y a des embauches. Et en plus, dans ce qui n'est pas technicien et cadre, il y a toute une série d'emplois qualifiés qui sont non pourvus aujourd'hui parce qu'il y a une inadéquation entre la formation et les besoins des industriels. Donc il y a tout un travail à faire de ce point de vue-là. Alors effectivement, vous êtes au chômage si vous êtes sur des types d'emplois qui sont peu qualifiés et dont l'industrie a de moins en moins besoin. En revanche, si vous allez sur des emplois qualifiés, enfin je dis des choses évidentes, mais des emplois qualifiés dont l'industrie a besoin aujourd'hui, et en particulier quand on regarde tout ce qui est techniciens et cadres, on a effectivement plus de besoins aujourd'hui et en fait un taux d'abord, et je vais revenir aussi sur votre deuxième point, donc il y a une demande de l'industrie, donc à mon avis le potentiel de chômage est très faible. Deuxièmement, c'est plutôt mieux payé, et alors là c'est mieux payé pas forcément uniquement d'ailleurs pour les scientifiques. Il faut que je revienne sur votre point. Moi, j'ai une expérience complètement inverse, c'est-à-dire que pour attirer aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui fait du marketing, tout le monde veut aller dans le luxe, dans la cosméto, etc. C'est de l'industrie, tout ça. Non, mais et par rapport à des industries en B2B, donc ce qui est normal. On peut se dire que quand on sort d'une école de commerce et qu'on fait du marketing, les gens sont plus attirés par le B2C que par le B2B. Donc, quand on veut attirer dans du B2B des gens qui ont ces qualifications-là, on est obligé de payer plus cher. Et moi, j'avais des gens, honnêtement, que je payais beaucoup plus cher. Moi, j'ai des amis qui sont dans des postes de marketing, etc., dans la grande conso, et je vois combien on les payait dans l'industrie. On les payait plus cher dans l'industrie lourde, entre guillemets, B2B, parce que, en fait, on est obligé de pouvoir les attirer. Donc, je pense que le fait de dire c'est moins, les gens sont moins bien payés, il y a plus de temps complet dans l'industrie. En moyenne, on sait que l'industrie paye en moyenne 14% plus que la moyenne française, et globalement sur les postes que l'on recherche, c'est plutôt mieux payé. Donc je pense que aujourd'hui on devrait mieux communiquer là-dessus, et on revient sur le problème de projection et d'image. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plutôt mal communiqué. À la fois le fait que ce soit mieux payé, par exemple, peu de jeunes le savent. Le troisième point, c'était sur l'innovation, même plus généralement la science. Est-ce que c'est aussi un thème qui pourrait permettre d'attirer vers l'industrie ? Clairement, mais là, effectivement, il faut commencer jeune et arriver à... C'est toute une question à la fois de l'image, de la formation, mais c'est clair que ça fait partie... Aujourd'hui, participer à l'industrie, c'est participer à beaucoup des défis technologiques de demain. Quand on parle de la transition énergétique, quand on parle du numérique, quand on parle de tous ces défis technologiques d'innovation, on parle d'industrie. Donc, rentrer dans l'industrie, c'est participer à toutes ces grandes aventures. Et c'est vrai qu'il faudrait aussi pouvoir communiquer là-dessus. Bon, on a du travail à faire dans ce domaine.
La croissance verte, c'est de l'industrie. C'est un ensemble d'industrie-services. Vous pouvez poser vos questions, y compris aux autres intervenants. Michel Berry, tout à l'heure, quand on parlait de conditions de travail difficiles dans l'industrie, il m'est venu tout d'un coup une image. Je pensais à un alpiniste qui est en train de conquérir un sommet très élevé. Tout d'un coup, la tempête s'est levée. Il a un problème de matériel. Il va peut-être perdre un doigt. Et pourtant, il se dit quel bonheur. Autrement dit, en termes de conditions de travail, un alpiniste ou d'autres, c'est pas terrible. Mais en fait, ils sont dans un projet, ils sont tirés par un rêve, ils sont dans un projet. Et je disais, dans l'industrie, quand vous faites une visite, si quelqu'un vous parle avec passion de son métier, il doit lui-même être dans un projet, il doit être lui-même dans une intrigue qui le passionne. Et si maintenant on voit que les jeunes sont plus attirés par le social ou par, je sais pas, la justice, quand on regarde à la télévision, on voit bien que dans les commissariats de police, dans les tribunaux, dans les hôpitaux, il y a sans arrêt des intrigues absolument passionnantes qui passionnent les gens et qui passionnent les spectateurs. Il en est de même dans l'industrie. Le problème, c'est qu'on ne sait pas les raconter et qu'un des enjeux, c'est raconter l'industrie d'une manière telle qu'on n'en parle pas seulement en disant ça crée des emplois, c'est de mauvaises conditions de travail, mais il y a des gens qui suivent des intrigues absolument passionnantes. Au XIXe siècle, l'industrie devenait passionnante lorsque Jules Verne en parlait. Et un des enjeux, c'est de trouver une manière de parler. Je ne dis pas de créer des feuilletons à la télévision sur l'industrie. Et encore, pourquoi pas. Moi, je sais qu'à l'école de Paris, on avait fait une séance sur le viaduc de Millau. Quand vous entendez parler de la naissance de ce projet, de tout ce qu'il fallait faire pour le viaduc de Millau, c'est évidemment absolument passionnant. C'est encore mieux qu'un épisode de Dr House. Donc la question, c'est aussi de savoir. Et quand on pense qu'en l'industrie, il n'y a pas d'intrigue, c'est un peu méprisant. C'est des gens qui travaillent avec leurs bras, qui sont exploités. Et la question, c'est comment trouver la manière de raconter l'industrie sous forme d'intrigue palpitante qui tire les acteurs, ce qui est la réalité de ce qu'on voit souvent vraiment dans l'industrie. J'approuve et j'applaudis. Qui veut agir à cette remarque? Docteur Factory, il faudrait peut-être appeler la série, je ne sais pas. Non, bon. Je suis d'accord, je pense qu'il faut faire des séries télévisées, oui, sur l'industrie. Mais qui marchent, qui soient amusantes. Avec des bons scénaristes. Peut-être y en a-t-il dans cette salle. Je suis d'accord. La grande question qu'on a eue en fait, quand on a fait cette étude, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'industrie attend que son public vienne vers elle. Et que comme dans toute relation, il y a un moment, il faut savoir aussi faire le premier pas. Et que si l'industrie a envie qu'on la découvre, il faut qu'elle se découvre aussi. Et qu'elle aille vers son public, qu'elle trouve les moyens qui sont des moyens différents de ce qu'on a utilisé pendant 50 ans pour parler de l'industrie. Et qu'à partir du moment où on utilisera des moyens qui sont des moyens adaptés à notre public, on aura certainement des retours qui seront beaucoup plus intéressants que ceux qu'on a jusqu'à présent. Voilà. Alors après, la télé-réalité lui-même a fait des spots sur mon métier, mon avenir, etc. Ils ont commencé à aller dans cette veine-là. Voilà, à suivre. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais aller dans le même sens que Michel Berry. On regarde la télévision 3 heures par jour. On a vu des séries télé sur la police, la gendarmerie, les hôpitaux, les collectivités locales. Il y a une certaine timidité, il me semble, des milieux industriels vis-à-vis du média télévision. On se rappelle d'un excellent film qui faisait la promotion de l'armée de l'air aussi. Quant à Jules Verne, je voudrais signaler que je crois que c'est l'écrivain français le plus publié dans le monde, mais il est absent des programmes. Réaction sur ça, puisque Jules Verne, réaction, oui, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas d'effort suffisant, et j'espère que cela va venir, puisque la culture scientifique, et là je parle vraiment de culture scientifique, vous parlez de Jules Verne, de cet esprit d'entreprendre aussi, il est clair qu'il faut réintroduire cela, je le dis vraiment dans les programmes, pas d'une manière, j'allais dire comme ça, simpliste, mais qu'on retrouve des textes forts, j'allais dire à idées et à actions.
qu'on sorte un peu, parce qu'on a quand même vécu, il faut dire aussi qu'on sort, enfin, parce que là vous évoquez très clairement la question de ce qu'on donne à étudier aux adolescents. J'étais responsable des programmes, je vais dire à un moment donné en lettres, il a fallu se battre, ayant aussi des options théâtre, pour qu'on redonne du sens, qu'on réétudie des choses qui montrent qu'on sorte de ce formalisme dont Todorov lui-même nous a dit qu'on en avait souffert plus que jamais, c'est-à-dire de choses qui ne demandent pas à prendre parti. Or, s'il y a bien une chose que les adolescents d'aujourd'hui ont envie, c'est prendre parti, c'est cette espèce d'engagement sur le futur et trouver des textes. Une fois, vous avez parlé de Jules Verne, il y a plein d'auteurs, enfin, il y a une manière de réintroduire, sans pour autant être, j'allais dire, vraiment dirigiste, mais il y a vraiment là-dessus beaucoup à faire pour redonner à tous les niveaux. Je pense que ce n'est pas l'image de l'industrie, parce que c'est vrai qu'il y a des remarques critiques, j'ai été peut-être un peu dur en répondant tout à l'heure, mais c'est par plein de points d'entrée. Quand je parlais d'écosystème, je voulais dire qu'il faut des points d'entrée de tous les côtés. Il faut à la fois les programmes, il faut qu'il y ait du côté des métiers et des formations aussi la vérité qui soit dite. Vous l'avez dit, madame, sur les salaires, c'est évident qu'il faut arrêter de laisser dire. Il a fallu même une fois que j'envoie un journaliste, n'est pas un journaliste de l'Écho ni bien spécialisé, mais quand même pour lui expliquer qu'il y avait des salaires et qu'il y avait quand même de l'emploi dans l'industrie, dans certaines branches. Mais on m'a remercié et on a fait un bon article d'ailleurs. Mais je veux dire que c'est à tous les niveaux, dans l'information qui est donnée. C'est aussi, je dirais, dans l'éducation, dans cette relation école-entreprise qu'il faut bien entendu consolider, mais surtout faire en sorte que cette découverte s'appuie sur des analyses objectives, sur des concepts nouveaux, qu'on considère aujourd'hui que, parce qu'on a l'impression que l'industrie, elle est en nous, on l'a oubliée, on est resté le nez dans le guidon, enfin je veux dire, il faut qu'on l'objective et qu'on dise à quel point elle nous porte et quel est tout ce que nous sommes, quelle est notre prothèse. Enfin, le dit, vous regardez les adolescents, les petits d'aujourd'hui, même, enfin, bon, je ne continuerai pas l'exemple, sont déjà des prothèses naturelles. J'allais dire, tous ces outils, toute cette technologie, nous sommes faits avec ça. Qui n'a pas de pacemaker? Bon, voilà, et ainsi de suite. Qui est-ce qui peut oser dire que la nature n'est pas déjà... Tout ça, il faut le dire clairement et sortir des discours bêlants, je le dis, sur, d'un côté, une nature idyllique. Là, il y a aussi à revoir les choses. C'est pas encore une fois dénoncer l'écologie, c'est montrer que l'écologie, c'est aussi une invention industrielle du futur et que ce n'est pas simplement, c'est l'industrie de demain, dans le bon sens du mot. Il y a réinvestir culturellement le mot, mais ça suppose un travail, une réflexion, là c'est quelques idées lancées, mais qui peuvent passer simplement de manière distillée dans les programmes. Vous parlez dehors. On va prendre une toute dernière question avant de conclure. Oh là là, il y a plein de mains. J'aurais dû dire ça dès le début, puisque plein de mains se lèvent quand je dis que c'est la dernière question. Monsieur. Oui, bonjour, Victor Petit, postdoctorant à l'ENSI. C'est pas tant une question qu'une remarque qui rebondit sur ce qu'il vient de dire sur le rôle de l'école et sur la remarque qui a été faite à propos des classes pro. Derrière la question de l'industrie, il y a la question évidemment de la technique et la remarque consiste simplement à dire qu'il serait temps de vraiment d'interroger le symptôme. Nous sommes dans une société technicienne et les classes dites poubelles sont des classes techniques. Et je pense que c'est une vraie question que de partir par là. Et voilà, juste une référence, il y a un philosophe, Gilbert Simondon, qui il y a plusieurs décennies pointait déjà le fossé entre la culture légitime, dite légitime, et la technique, et que voilà, pour repenser une véritable culture technique, il faudrait déjà que ces classes techniques, technologiques, qui forment, donc voilà, cessent d'être considérées comme des classes poubelles, et de la même manière que dans le cursus général, on fasse un peu plus d'histoire de l'industrie, ça éviterait d'avoir des propos comme ceux qu'on a entendus pour commencer. Et voilà, bon, c'était une remarque, mais il y a une vraie question le rôle de la technique et donc de l'industrie. Simplement une réponse là-dessus, parce qu'il y a quand même des points positifs. Il faut savoir qu'il y a un travail mené en ce moment et depuis quelques années pour qu'on ne considère pas, j'allais dire, l'enseignement technologique comme un enseignement stigmatisé. Il est de même nature, même plus intéressant expérimentalement, je veux dire, puisqu'il marche inductivement. Je crois que c'est vrai que ça a pris du temps. Et c'est vrai que vous venez encore d'une époque, parce que vous êtes jeune bien sûr, mais où vous avez encore connu effectivement la stigmatisation qu'on connaît tous à la fin de la troisième sur les orientations. Mais je peux vous assurer, et ça c'est peut-être une bonne nouvelle, c'est que ça bouge. Et que dans les projets qui vont être déposés, il y a l'idée non pas de renier ni d'enlever à la série technologique, si vous voulez, tout ce qui fait sa spécificité, mais de montrer combien elle est, je dirais, à égalité, c'est tout, simplement, naturellement, avec la filière générale.
comme cela aurait dû toujours être. Alors ça, c'est vrai que c'est une reconquête, et pour la voie professionnelle aussi, c'est une lente reconquête, et c'est pas simple dans un pays qui a dévalorisé systématiquement ce qui, dans l'industrie, nécessairement fait partie du geste. La gestuelle, on veut bien l'accepter en art, et encore parfois avec quelle distance, hein, mais c'est pas simple de réintroduire le corps, la gestuelle, le manuel dans notre système. Et on y travaille, mais ça se fera, croyez bien. La refondation de l'école, enfin, je le dis franchement, c'est ça d'abord. Merci beaucoup à vous tous. Je vais dans quelques instants passer la parole à Louis Gallois pour conclure cette soirée. Je te donne juste quelques informations pratiques avant de lui passer la parole. Quand on sortira de cette salle, vous récupérez vos affaires et vous pourrez récupérer les livres de Christelle Bory, de Pierre-Noël Giraud et Thierry Veil, ainsi que les cahiers de l'ENSCI. Et puis, vous pourrez aller prendre un verre tous ensemble et poursuivre dans les questions que vous n'avez pas pu poser ce soir, le cocktail. Et donc, voilà, vous suivrez le mouvement. Voilà, merci à vous tous, merci pour la qualité de vos interventions, pour toutes les questions, et je passe la parole pour la conclusion à Louis Gallois, président de la Fabrique. Merci. Bien, je vais être court. Je dois dire que je ressors de cette réunion d'abord instruit sur un certain nombre de choses, et d'autre part avec un certain optimisme. Même si nous savons que la pente est rude et que nous la prenons dans le sens de la montée. Mais, je précise quand même, j'ai le sentiment que la prise de conscience de l'importance de l'industrie est en train de s'opérer en France. Peut-être d'ailleurs parce que nous traversons des difficultés considérables. Mais ces difficultés entraînent une prise de conscience. Et je crois qu'il n'y a jamais eu autant de débats sur l'industrie qu'actuellement. Et c'est ma première remarque, nous devons prolonger ce débat. Nous devons faire de l'industrie un enjeu politique. Il faut que nous interpellions les politiques, que nous interpellions ceux qui font l'opinion sur l'industrie, et je pense que c'est en train de se faire actuellement. Mais il va falloir que ça ne retombe pas. Ça, c'est ma première remarque. Ma seconde remarque, c'est ce que je vais dire est un peu ringard, mais vous verrez que il faut montrer que l'industrie, c'est moderne. Alors évidemment, le mot moderne, il n'y a pas plus ringard que le mot moderne. Enfin, bien. Je crois qu'il faut montrer que l'industrie, c'est moderne, c'est-à-dire que tout ce qui fait la modernité du monde dans lequel nous vivons se trouve dans l'industrie. Et que, pour cela, j'ai bien aimé ceux qui ont dit, je ne me souviens plus qui, mais il va se reconnaître, l'industrie doit se découvrir. Je pense que l'industrie, elle s'est cachée trop longtemps. En même temps, je peux vous dire que le site d'Airbus à Toulouse, que j'ai eu l'honneur d'animer, est un site qui reçoit des dizaines de milliers de visiteurs chaque année. Eh bien, au point d'ailleurs qu'il y a une société qui gère les visites de l'usine. Et un parcours spécifique pour que ça ne dérange pas ceux qui travaillent. Mais c'est une usine extrêmement visitée. Et moi, j'avais été frappé, alors Pierre Gattaz n'est plus là, mais on avait organisé au sein de ADS une journée 10 000 collégiens dans nos usines, ce que l'on a réalisé dans tous les pays d'Europe, avec un succès d'ailleurs en France au moins égal à celui qu'on a pu constater dans les autres pays. Et je me suis aperçu que même si cette visite qui était superficielle entraînait un changement d'attitude vis-à-vis de l'industrie. Et donc l'industrie doit se découvrir, elle doit se montrer. Elle ne doit pas avoir de timidité vis-à-vis des médias. Il faut utiliser les médias à mort
parce que c'est eux qui font les images actuellement. Il ne faut pas avoir peur, il faut utiliser les médias à mort. J'ajoute un point sur la modernité, qui est un peu latéral, mais pour moi tout à fait essentiel. Le progrès technique, le progrès scientifique, c'est bon. Le progrès scientifique et technique doit être montré sous son jour progressiste. Or, actuellement, nous avons en France un discours marqué par le principe de précaution, marqué par un certain nombre de courants politiques, qui fait que le progrès technique, c'est d'abord un risque. Et je pense que le principal risque que nous courons en considérant le progrès technique comme un risque, c'est celui du déclin. Ça, c'est clair. Parce que les 3/4 du monde, ou les 4/5 du monde, se saisissent du progrès technique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement ignorants des risques qui peuvent exister, mais ils se saisissent du progrès technique comme une opportunité, comme une potentialité. Et là aussi, nous avons à promouvoir le progrès technique en tant que tel. C'est lui qui apporte un certain nombre de bienfaits à l'humanité, ne serait-ce que l'allongement de la durée de vie. Troisième remarque, l'industrie, c'est une formidable aventure humaine. L'industrie, ce ne sont pas des techniques, ce ne sont pas que des techniques, ce ne sont pas des ouvriers qui, tels des fourmis, comme dans les temps modernes de Charlot, c'est pour ça que je disais que moderne, ça faisait un peu ringard, mais c'est surtout une formidable aventure humaine. Et ceux qui, dans cette salle, ont été dans des entreprises le savent. On pourrait dire ça de toute entreprise, mais je dirais qu'on le dit encore plus de l'entreprise industrielle, parce que il n'y a de travail industriel que collectif. On est toujours dans des collectifs de travail. Et je pense que ça, c'est tout à fait passionnant. Et montrer l'industrie comme une aventure humaine, c'est la sortir de la technicité pure. Même si, encore une fois, je pense que cette technicité peut être un sujet esthétique. Je peux vous dire que j'ai visité il y a 15 jours l'usine de Peugeot à Montbéliard, et quand vous voyez l'atelier de robots, ils ont... je ne parle pas de la chaîne où il y a des robots, je parle d'un atelier où ils assemblent les pièces. Et Toyota leur a appris une chose, c'est qu'il fallait que ces robots soient les plus près possibles les uns des autres pour éviter tous les transports. Et donc la cinématique de chaque robot doit tenir compte de la présence de l'autre robot. Et vous avez 50, 60 robots qui travaillent complètement liés les uns aux autres. C'est absolument fantastique sur le plan esthétique. Donc il ne faut pas négliger ça. Ça fait partie aussi de l'aventure humaine. Et dernier point, je pense qu'il a été évoqué à la fin, c'est le lien avec l'éducation. Il est absolument décisif que nous ayons une relation de confiance avec le corps enseignant. Il faut que nous amenions le corps enseignant à considérer l'industrie comme une activité positive et porteuse de valeur. Nous avons un corps enseignant qui ignore tout de l'industrie. Il est absolument essentiel que le corps enseignant soit mis au contact de l'industrie, encore une fois, dans un contact sympathique, ouvert, accueillant. Donc je ne peux qu'inviter les entreprises à s'ouvrir au corps enseignant et le corps enseignant à faire le pas d'aller vers les entreprises industrielles. Voilà ce que je voulais dire comme remarque. Ce n'est pas une conclusion, cette réunion nous a permis d'écouter des témoignages extrêmement divers qui ne peuvent pas se résumer. Mais je crois que nous en tirons une conclusion commune. Il est temps de montrer que l'industrie, c'est l'avenir de notre pays. Merci.